sommes très contents de vous retrouver. Et c'est donc, on est en janvier 2026. Vous et nous tous, nous vivons des moments exceptionnels, durs. Et le monde semble partir en vrille. Et pourtant, nous sommes là toujours défendre un certain esprit, une certaine éthique, une certaine idée de la ville, du territoire, de l'humanité, de la nature et qu'on essaie de discuter avec vous et surtout avec les jeunes architectes, urbanistes, paysagistes que chaque année nous accueillons suite à un appel à projet. Parce que nous pensons qu'aujourd'hui, c'est vraiment les jeunes qui vont arriver à faire le grand virage, à permettre aux plus âgés que nous sommes à trouver les bonnes voies, surtout dans ce monde qui ne nous paraît pour l'instant pas très sérieux. Cette année, nous avons accueilli une série de thèses qui abordent de manière différente la discipline du projet, le projet dans toutes ses dimensions, de la plus petite à la plus grande, soit de manière euh, exprimée par le dessin, qui est l'outil habituel, on va dire, de dessin soit à la main, soit sur ordinateur, disons la représentation de l'espace, d'une part, qui est une communication non verbale, et d'autre part, la communication verbale, qui est le manuel, les traités, les manifestes, l'exposé, les descriptifs, les diagnostics, etc. Donc, les deux systèmes de pensée se rencontrent autour de ce qu'on appelle projet, projet de vie, projet de société, projet de bâtiment, projet de ville. Et à chaque fois, derrière ces rencontres, il y a des évidences, des choses qu'on comprend, des pensées qui traversent et qui arrivent jusqu'à nous, et des pensées qui traversent pas, qui restent derrière, restent au fond, cachées, dissimulées, timides, et qui pourtant sont là et qui fabriquent quand même ce projet. C'est comme des éléments qu'on voit pas dans le sous-sol, au-dessous dans les racines des arbres. Donc, ce que nous essayons de faire, c'est cette fois, avec ce titre Pensée et impensée, c'est de mettre en avant, on espère que vous allez pouvoir plus tard le faire vous-même dans vos propres activités, c'est ce qu'on appelle un perpetuum mobile, un système continu de travail, un moteur qui permet à toutes ces idées de se concentrer autour des impératifs de la transition écologique, qui est quand même, depuis des années, notre sujet principal. C'est-à-dire comment décrire, mesurer, dessiner, produire une nouvelle génération de projets qui répondent aux besoins de la décarbonation et de la résilience et qui évitent la perte en ligne et les malentendus qui sont accentués par ces brouillards politiques et aussi les contresens technologiques dont on est de plus en plus victime. Moi, le premier, comme ma chère équipe le sait. Alors, pour ce faire, nous avons donc retenu une série de projets que nous avons regroupés autour de thématiques qui nous paraissaient cohérentes. C'est cette cohérence on va essayer de vous transmettre à chaque fois. Cette première donc, session, nous l'avons nommée Habiter et accueillir, notamment pour parler de tous ces êtres fragiles en difficulté de mouvement ou de maturité dans des enjeux sociétaux très compliqués et que nous avons décidé, dans un esprit d'inclusion, ici à Genève et ailleurs aussi, nous avons décidé à inclure dans nos vies. Je dis ça aussi parce que nous avons en tête à quel point aujourd'hui il y a une vague d'exclusion qui traverse, qui rase la surface de la Terre. Et je pense que nous avons ici à Genève envie, besoin, et nous avons le droit et je dirais même l'obligation à maintenir cet esprit d'inclusion le plus possible, le mieux possible, y compris par nos travaux, nos jeunes travaux. Cette idée d'inclusion aujourd'hui sera transmise à vous toutes et tous par deux projets, deux entrées possibles. Celle de Véronica De Castro, qui est architecte urbaniste avec un master en développement territorial à l'Université de Genève, autour de l'enfant, du jeu et de la ville. Et ensuite par Flavien Paroniti, architecte également, qui a fait le Joint Master of Architecture à Fribourg.
et qui va nous parler plutôt d'une hospitalité urbaine, notamment adressée aux migrants. Alors que le premier travail est plutôt un travail théorique de master qui nous sera raconté, le deuxième dessiné et parle beaucoup plus d'espace, mais vous allez voir tout ça, ça coïncide, ça converge plutôt dans un sens commun d'inclusion dans l'espace urbain. Ensuite, nous avons proposé à Marc Breviglieri, qui est sociologue et professeur associé à la HES-SO, à la Haute École du Travail Social de Genève, et aussi chercheur au laboratoire Cresson de Grenoble, à prendre la parole, à discuter ces deux projets, à poser des questions à nos deux participants et aussi ouvrir une thématique plus générale qu'on voudra par la suite vous soumettre pour une discussion collective avant de clore notre petite session à 19 heures. Et Véronica de Castro, the floor is yours. Alors, aussi, bienvenue également de notre part, de moi et de Flavien. Et merci aussi à la Fondation Praia de nous donner aujourd'hui cette occasion de présenter nos mémoires au travail de master et aussi à tous les autres d'être présents et être intéressés par nos thèmes. Cette conférence a pour thème habiter et accueillir, car faire la ville de demain, c'est saisir l'opportunité de la transition écologique pour repenser nos manières d'habiter et de concevoir nos villes. On peut se demander alors à quoi ressemble une ville plus solidaire, accueillante et inclusive, capable de répondre aux défis sociaux et environnementaux d'aujourd'hui et de demain. Habiter et accueillir la ville de demain, c'est une sorte de refuser une ville pensée uniquement pour l'adulte productif, parce que il faut replacer au centre les plus vulnérables, les enfants, les personnes âgées, handicapées et aussi les personnes en quête de refuge. Les travaux présentés aujourd'hui proposent un changement de regard et un objectif commun, un urbanisme plus solidaire, inclusif et résilient pour construire une ville meilleure pour demain, mais aussi pour nous tous. Flavien explore le monde des demandeurs d'asile, d'abord les conditions d'hébergement actuelles et après une projection d'une ville plus inclusive et accueillante à travers son projet. Et maintenant, je vous invite à baisser un peu votre regard parce que maintenant, on regarde la ville à l'auteur des enfants. Les enfants, c'est notre présent, notre avenir, c'est l'adulte de demain qu'on souhaite voir doté avec une conscience environnementale et aussi un lien avec tous les êtres vivants. C'est aussi le présent dans l'avenir parce qu'il y a toujours des enfants dans nos villes des futurs et aussi cette future, on doit construire maintenant. Donc, investir dans les enfants, c'est aussi investir durablement dans la ville. Aussi, à cet égard, et cette motivation, j'ai rédigé mon travail qui porte sur l'enfant, le jeu et la ville à la recherche de la dimension jouable de l'espace urbain, écrit dans le cadre du master conjoint en développement territorial de l'Université de Genève et de la HESSO. Tout d'abord, on va nous demander pourquoi il est nécessaire de prendre en compte les enfants. C'est par leurs besoins, leurs droits et aussi leur potentiel. Et à quoi ça ressemble? Et de quoi il s'agit exactement? C'est la relation triangulaire entre l'enfant, le jeu et la ville. On veut comprendre le lien, les influences réciproques. Et la troisième partie, c'est le comment. Ce sont mes résultats de travail de recherche où j'ai formulé le fondement de la jouabilité, des principes de la conception jouable et les champs d'action nécessaires pour la réalisation d'une ville jouable. Et à la fin, je vous laisserai quelques réflexions encore supplémentaires. Aujourd'hui encore, de nombreuses villes sont pensées pour la productivité et la rapidité. Et en faisant ça, ils oublient une grande partie des habitants. Alors, répondre à une diversité de besoins implique de reconnaître, entre autres, le jeu comme un besoin fondamental de l'enfant. C'est un besoin guidé par une motivation intérieure. Et lorsque ce besoin n'est pas pris en compte, les enfants sont exclus de la vie urbaine.
Le jeu est pas seulement aussi un besoin, c'est en plus, c'est un droit reconnu par la Convention des droits de l'enfant. Et de ne pas respecter ce droit, ce n'est pas seulement une négligence, mais on se trouve un peu dans les mots de Paco hors la loi. Et le potentiel des enfants, on trouve en tant qu'indicateur et catalysateur de qualité urbaine. Là où les enfants jouent, où ils se trouvent, il y a un espace de qualité, un espace vivant. On peut dire alors une présence des enfants dans l'espace urbain signifie que la ville est sûre, elle est inclusive et aussi à l'échelle humaine. Intégrer l'enfant et le jeu dans l'urbanisme permet donc d'être d'un rôle de levier pour la transformation de la ville, de la rendre appropriable, écologique, inclusive et intergénérationnelle. Ou aussi, pour reprendre le mot de Tim Gill, the presence of children shows the quality of urban habitats in the same way that the presence of salmon in a river shows the quality of that habitat. Et c'est cette sur base et aussi cette motivation que la question de recherche, que signifie jouable pour la conception et l'aménagement urbain et qu'implique-t-il pour la fabrication de la ville, c'est posé. Tout d'abord, ce travail s'intéresse à l'enfant, ou aussi aux enfants au fil du temps et à leur relation avec la ville. C'est aussi de vouloir comprendre comment la ville influence le vécu des enfants et leur interaction avec l'espace urbain. Pour ça, il faut savoir que les villes ont profondément changé au cours du siècle dernier. L'organisation, les rythmes de vie et les usages ont évolué et ces transformations ont un impact direct sur la mobilité des enfants. Le rayon d'action s'est fortement réduit. Autrefois, les enfants se déplaçaient encore seuls sur les longues distances et aujourd'hui, leur espace de liberté est souvent limité au bout de la rue ou au quartier proche. Cette image, ce qu'on voit ici, l'illustre très bien. On voit cet énorme espace de rayon en 1919 de environ 9,5 km que le arrière-grand-père il a encore pu traverser toute seule. Et aujourd'hui, son arrière-petit-fils, il peut seulement avoir encore un rayon d'action de 300 mètres. Et aussi à cette position, je veux peut-être prendre un petit moment et de vous souvenir aussi à votre propre enfance. Où étaient vos lieux de jeu, vos cachettes, le lieu des rencontres avec les amis, ou comment vous êtes-vous déplacé? Avec quoi vous avez joué? Et avec ces souvenirs dans la tête, je vous invite de continuer cette présentation. Alors, autrefois, les enfants, ils ont encore s'approprié progressivement l'espace en cercle concentrique autour du domicile, qu'aujourd'hui, la ville est perçue comme fragmentée. Il y a de nombreuses barrières et ce n'est plus une expérience globale. Ça limite l'usage autonome de l'espace et aussi le jeu libre et la liberté des mouvements sont encore seulement possibles dans un espace très précis et délimité. On parle aussi de la backseat generation. Alors, les enfants qui sont dans le taxi parental, sur le arrière-siège, et en faisant ça, ils perdent toutes les relations spatiales. L'enfant, c'est aussi plus organisé. Les enfants, ils ont plus d'obligations et moins de temps pour le jeu libre. Alors, donc, tous ces changements spatiaux et sociétaux ont un impact sur le quotidien et l'expérience urbaine des enfants. Ou, comme le dit Paco, avec clarté et un peu de provocation aussi, les enfants sont confinés. Mais il y a quand même un petit lumière au bout du tunnel. Ces tendances sont pas inévitables. Alors, il faut pas les généraliser parce que ça freine à l'action et au changement, parce que c'est important de les relier à la qualité de l'espace extérieur.
parce que les conditions spatiales influencent ces comportements des enfants et aussi des parents. C'est aussi sur cette base que le concept de la qualité de l'espace d'action s'est posé et qui a été développé et validé par plusieurs études en Allemagne et en Suisse et qui s'est tenu dans l'environnement résidentiel proche. Ils disent qu'un espace d'action est sans danger, accessible, modulable et qu'il favorise l'interaction. Alors, on a plus de jeux libres, on a plus de temps de jeu et moins de surveillance. Ici, on voit un peu en chiffres ce que ça veut dire. C'est un résultat de l'étude menée en Suisse et met en lien direct la qualité de l'espace avec le jeu libre. Ici, on voit que si la qualité est très mauvaise, alors les enfants échouent seulement 4 minutes par jour de sans surveillance. Au contraire, si elle est très bien, ce sont déjà 44 minutes. Les enfants qui sont jamais dehors sans surveillance diminuent de 88% à 20%. Alors, c'est vraiment considérable et on voit bien la relation. Et on peut dire que si un espace est bien conçu, favorise le jeu libre, l'autonomie et le bon développement aussi des enfants. Et l'enfant et la ville, c'est aussi une relation en interaction. Et elle se place un peu dans la compréhension de la relation homme-environnement qui passe d'une disjonction, la ville et les habitants séparés, à une conjonction, la ville et les habitants liés. Et ce changement de compréhension, on dit aussi que c'est une interaction un peu de spatial turn et de cultural turn, alors un approchement des sciences sociales aux sciences spatiales et réciproques. Cette approche permet l'évolution de la conception des enfants et de leur rôle en tant qu'acteur actif de son environnement et auparavant qui est acteur passif. Et c'est aussi l'évolution de la ville, de passage d'un objet à un projet de planification. Et cette approche ville et habitants, c'est aussi bénéfique pour tous les habitants parce que ce sont des leviers pour la participation et pour l'appropriation de l'espace urbain. Mais ça nécessite un urbanisme interdisciplinaire avec plein de différents métiers et intégrant aussi l'habitant et aussi dans la conception de la ville. Jouer, c'est faire, nous a dit Winnicott. Et c'est dans cette compréhension, on peut dire aussi le jeu est plus qu'une simple activité. En jouant, l'enfant agit et s'approprie son environnement. Le jeu, c'est action et un processus de développement en même temps. Le jeu est un comportement spatial. L'enfant investit l'espace, le transforme et par cette interaction, il évolue. Et aussi, c'est ici que le concept jouable prend son sens dans cette rencontre entre enfants et environnement. Alors, comme Winnicott l'a dit, jouer, c'est faire. Alors, jouable, c'est aussi faire la ville et participer activement à la ville. Maintenant, le jeu de la ville. Dans ce travail, on s'est posé qu'est-ce que l'espace urbain et on a défini comme suite, ce sont des espaces ouverts, accessibles, utilisables et appropriables par le public, des espaces de collectivité sans égard particulier de propriété. Et selon Gill, la qualité de l'espace urbain est liée directement à la vie urbaine et se mesure par l'intensité et la diversité des usages. Il y a trois types d'activités, les activités incontournables qui sont utiles et nécessaires, quotidiennes et indépendantes des conditions. Après, on a des activités facultatives et sociales où le jeu fait aussi partie, mais qui sont dépendants de la qualité de l'aménagement, du climat, de l'accessibilité et d'autres vecteurs. La conception d'une ville à l'échelle humaine repose sur la mobilité et la perception sensorielle, fondement biologique de l'activité, du comportement et de la communication dans l'espace urbain. Donc, améliorer la qualité de la ville, c'est aussi se concentrer sur l'échelle humaine, comme le dit Gill,
Et pour ça, il a aussi développé 12 critères qui peuvent garantir une qualité d'un espace. Mais ces critères sont seulement aussi garantent une qualité pour les enfants s'ils sont inclus dans cette échelle humaine et qu'ils sont aussi reconnus dans la catégorie des piétons. Alors, pour conclure cette partie de la relation triangulaire entre enfants, jeux et ville, ici une petite citation de Marc. L'enfant peut faire exister la ville autrement et en révéler une texture particulière que l'adulte tend à ne plus savoir lire. La méthodologie de mon travail était, je choisis une recherche qualitative qui est adaptée au caractère multithématique et aussi transversal du sujet de manière générale et qui a eu comme objectif de comprendre aussi le phénomène un peu dans sa complexité, mais sans résultat universel ou aussi représentatif. La méthode de la collecte des données, c'était d'abord analyse des documents et des projets. Après, j'ai mené 8 entretiens individuels, semi-directifs, et aussi l'observation de comportements des enfants dans l'espace public. Alors, le fondement de la jouabilité. Comme on a vu avant, la qualité de l'espace d'action a 4 critères fondamentaux. Et ces 4 critères forment aussi le fondement de la jouabilité et ils se sont aussi confirmés dans les entretiens et ces entretiens, ils ont apporté une compréhension de la mise en œuvre. Alors, tout d'abord, l'absence de danger. Il y a le rôle central de la circulation routière. Tout d'abord, l'effet de la signalisation de l'aménagement qui doit s'adresser aux autres usagers et pas directement aux enfants, mais ils doivent être en lien avec les règles de la planification de la circulation. C'est aussi une question de visibilité par la limitation de la vitesse et moins de parking à côté où on risque toujours que les enfants traversent sans être vus par les voitures. Il faut aussi répondre à un sentiment de sécurité qui peut donc aussi permettre l'appropriation de cet espace routier. On voit aussi de plus en plus des expérimentations dans les rues des racontes et ces expérimentations, ils permettent de construire une conscience de ce potentiel de ces endroits, de concevoir la vitesse, de casser l'atmosphère routière et aussi d'améliorer la qualité du séjour. Il faut aussi une structure lisible pour avoir aussi une meilleure orientation pour les piétons, pour tous les usagers de cet espace routier. Il faut aussi des espaces totalement libres de circulation parce que seulement ça, quand la rue est fermée, la qualité de jeu peut encore augmenter significativement. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'un aménagement réussi, on ne peut pas multiplier ça pour chaque rue. C'est aussi toujours des perceptions différentes et aussi des besoins locaux différents. Oh, et on parle aussi de la sensibilisation au danger potentiel. C'est de planifier de manière préventive pour éviter les accidents, mais aussi évaluer les compétences des enfants face aux risques et former aussi cette capacité en permettant les risques, mais avec des mesures de sécurité adaptées. Parce que seulement si les enfants prennent les risques, ils peuvent apprendre. Aussi, ici, le rôle du climat joue un énorme rôle dans la qualité du jeu. On voit aussi la vulnérabilité des enfants face au changement climatique, parce que la chaleur et le soleil direct est dangereux pour les enfants. Alors, on a besoin de ombre, eau et arbres qui amènent un rafraîchissement et la protection. Et comme ça, on peut aussi prolonger le temps de jeu dehors. En termes de l'accessibilité, on parle de l'accessibilité en sens littéral du terme.
par la sécurité, les alternatives, peut-être à côté d'une route avec beaucoup de trafic et de la proximité. On parle aussi par l'accès, par la ouverture des espaces existants et laisser des espaces libres de planification. C'est aussi l'accès à la nature. C'est d'abord permission de l'utiliser, la nature, en tant que matériel de jeu, créer ce lien avec la nature et de s'inspirer sur de la nature dans la conception. On peut aussi mettre en scène l'accessibilité, mais pas seulement en termes physiques, mais aussi en symbolique et social. C'est par la communication ciblée, par un aménagement symbolique ou aussi par l'animation socioculturelle. Et on peut aussi trouver l'accès en interagissant avec l'espace. C'est une interaction par l'aménagement ou l'art ou jouable, des éléments urbains ouverts ou une esthétique aussi stimulante. En sens figuré, ça veut dire que c'est aussi un accès intellectuel et émotionnel, surtout aussi pour l'adulte parce qu'il est plus habitué de voir l'espace de cette manière. Et parfois, il faut surmonter des barrières mentales pour enfin pouvoir redécouvrir l'espace et de pouvoir s'approprier. Si on parle de la modularité, on a la modulabilité de la nature qui est extrêmement façonnable. C'est intégrer des éléments naturels dans la conception, aussi créer une densité verte où les enfants peuvent entrer aussi, inclure l'eau et aussi le sol, les différentes matières de sol, ou aussi l'utilisation des lusparts comme des matériaux naturels, des feuilles, des branches, des pierres, des boîtes de jeux, du mobilier urbain, ou aussi comme ça, on peut aussi faciliter une participation active de l'aménagement par cette modification de l'espace. Et l'espace doit aussi laisser place à l'imagination, à l'interprétation et à la création et transformation des espaces individuels. Les opportunités d'interaction se concentrent aussi surtout sur les lieux de rencontres qui sont essentiels pour la compétence sociale et le développement des enfants, pour leur apprentissage mutuel et aussi entre les générations et pour créer une appartenance et un attachement au lieu. Et ces lieux, ils doivent être accessibles de manière autonome et aussi reliés entre eux. Et en même temps, on doit favoriser cette interaction par les trajets scolaires et les espaces intermédiaires où les enfants ils peuvent se raconter et échanger parfois par un aménagement ciblé ou aussi par l'animation conceptuelle ou socioculturelle et un aménagement aussi intergénérationnel qui supporte l'interaction entre les différentes générations et que peuvent élargir les racontes et la convivialité aussi dans un espace. Les principes de la conception jouable, c'était pour objectif, quand je l'ai formulé, de impulser la réflexion pour inclure le jouable dans la création urbaine, de permettre aussi une jouabilité de base dans toute composition urbaine et aussi de soutenir dans la pensée active de la jouabilité. Et je l'ai formulé comme suite. Tout d'abord, c'est préserver l'espace, activer des surfaces potentielles, c'est protéger des espaces existants et les rendre accessibles comme des friches, des espaces sauvages et de revaloriser aussi des espaces comme on voit ici, des arrêts de bus qui ont encore un potentiel. Et après aussi de se mettre à l'auteur des enfants dans la composition. Euh, et faire place à l'imagination, concevoir par le prisme de formes de jeu, comme le jeu d'expérimentation, de construction, le mouvement, l'exploration ou même le jeu de rôle. Et faire appel au son, alors concevoir l'espace à travers les cinq sens, la vue, l'odorat et les goûts et le toucher aussi. Et création
typologies d'espaces variés. Il y avait aussi une multitude des champs d'action qui s'est ouvert pour une fabrication jouable qui nécessite d'agir aux différents niveaux de la chaîne, de travailler de manière interdisciplinaire, de convaincre et aussi informer la population parce que ce qu'on ne connaît pas, on ne peut pas vous le voir, de soutenir et de conseiller aussi les habitants dans les démarches et aussi d'inviter à jouer pour une participation active et l'appropriation de l'espace. Et ces champs d'action, ils s'étaient regroupés en redéfinir les priorités, ancrer les jeux dans la planification, redistribuer les responsabilités, inviter aux jeux pour redécouvrir la ville, sensibiliser et accompagner la population. Il faut une approche stratégique globale. Aussi, il faut un vocabulaire commun, qu'on parle la même langue, parce que sinon, on ne peut pas se comprendre. Et maintenant, pour conclure, je veux vous laisser les pensées d'une participation à la ville par les jeux, de voir la participation comme un process continu, mais sans début et sans fin, et le jeu comme une prise de parole des enfants sur l'espace. Il faut une structure de base interactive et appropriable qui permette de participer à l'aménagement et aussi d'avoir une participation active et créatrice. Et pour ça, il nécessite une confrontation au modifiable, en inachevé, ouvert, ou vide, ou indéfini, ou aussi à la planification par la non-planification. Alors, je vous remercie pour votre attention et je vous laisse à Flavien. Merci Véronica, et on passe directement à Flavien. Super. Bien, alors tout d'abord, je voulais remercier encore une fois la Fondation de nous, voilà, de nous permettre encore une fois de réfléchir à travers nos travaux sur la question fondamentale, comment transformer nos villes, nos quartiers, nos rues, encore nos espaces publics pour faire face aux défis de la transition écologique. Bah, cette question nous force en tant qu'architectes, paysagistes, urbanistes à penser, imaginer, rêver la ville autrement. Moi, il me paraît cependant clair que la ville de demain ne saurait se réinventer sans la notion fondamentale du vivre ensemble. Euh, En tant que petit-fils de migrants, voilà, moi, ça me tenait beaucoup à cœur au début de ce projet de parler, voilà, de plonger dans le quotidien, des histoires, des parcours de vie, des personnes qui arrivent ici en Suisse, des personnes, comme disait Panos, vulnérables, fragilisées par les conflits que nous ne connaissons pas ici, et de comprendre pourquoi les mettre finalement souvent à l'écart, trop souvent à l'écart de nos sociétés, de nos tissus urbains et bâtis. Euh, donc c'est tout naturellement en tant qu'architecte de me poser la question finalement comment adapter la ville à ses besoins, repenser la ville de demain. Et le travail que je vais vous présenter ce soir s'articule autour de ces personnes-là. J'ai décidé de les mettre au centre vraiment de la réflexion. Donc comme l'a dit Panos tout à l'heure, je vais passer la présentation, elle va être divisée en deux parties. Plus ou moins égales. Donc, je vais vous présenter tout d'abord le chemin de réflexion à travers lequel je suis passé avant de construire l'idée qui aura été théorisée. Comme tout bon travail de recherche, on commence à peu près par là. On avance vers un grand blanc et voilà, on se pose beaucoup de questions. Et voilà, moi, je voulais ramener juste pourquoi l'asile, pourquoi est-ce que j'ai choisi l'asile? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un thème de tous les jours. Je pense que une fois par semaine, on passe en revue les titres et forcément, on parle des requérants d'asile, des conditions de vie et autres. Voilà aussi, en tant qu'architecte, c'est notre rôle finalement de fabriquer des habitats confortables et autres. Et pourquoi pas prolonger la question à ces personnes. Mais aussi en tant qu'urbaniste, modestement, comment planifier la ville de demain? Quels outils avons-nous à disposition? Comment réinventer les outils de planification? Alors, la question de recherche,
comme je suis architecte et que je m'intéresse au bâtiment, pour faire une petite caricature, euh, le début du travail était de comprendre finalement comment à Fribourg, dans le canton de Fribourg, on accueillait ces personnes. Euh, la problématique, je l'ai articulée directement sur les lieux de vie et formulée ainsi. En question ouverte, le centre d'accueil dans sa forme actuelle ne peut répondre judicieusement aux enjeux liés à l'intégration sociale et à l'épanouissement des bénéficiaires dans la ville de Fribourg. Le modèle d'un lieu fonctionnel, comme ceux que vous voyez à l'écran, d'hébergement enclavé est obsolète. Alors, au départ de la réflexion, on fait ce qu'on fait, un état de l'art et évidemment beaucoup de bibliographies, beaucoup de recherches ont déjà été faites à propos de ce sujet et j'ai voulu expressément faire une réflexion holistique, de traiter beaucoup de sujets en même temps, à commencer par une approche philosophique. Donc, si vous ne l'avez pas reconnu, il s'agit là de la couverture de notre Michel Foucault, Surveiller et punir, dans lequel j'ai puisé beaucoup d'aspects qui pourraient être mis en parallèle avec le domaine de l'asile. Donc, en y allant un peu frontalement, c'était de comprendre d'où vient le recours à l'enfermement, tout simplement, le contrôle de ces personnes, d'où vient tout ça, et Foucault nous renseigne à ce sujet en passant plutôt par le milieu carcéral, le milieu militaire, l'école mais aussi avec un peu plus de recul, cette idée du conformisme, euh, faire en sorte que les gens qui arrivent ici soient conformes à la société d'une certaine manière. Pour la suite du travail, il a été évidemment très intéressant de contacter ORS qui gère l'hébergement et l'intégration de ces personnes, d'aller visiter rapidement des lieux de vie, pour que de mon filtre d'architecte, je puisse voilà, appréhender ces espaces, ces lieux. J'ai eu la chance de pouvoir en visiter trois, de parler aussi beaucoup avec des habitants et des bénéficiaires, mais surtout dans un but de mesurer les réalités vécues au quotidien. Je fais pas de tableau, c'est des conditions de vie difficiles. On a voire pas du tout d'intimité. Les espaces, comme sur l'image de gauche, sont surveillés. Il y a un climat vraiment très bizarre qui se dresse à l'intérieur. Et comme première petite synthèse, donc, il faut savoir qu'à Fribourg, les 100% des bâtiments qui sont d'utilité, voilà, qui sont utilisés pour l'accueil des requérants d'asile sont en réalité des structures existantes qui ont été rénovées, transformées, de manière à pouvoir accueillir au mieux ces personnes. Alors les foyers, on va pas se mentir, sont souvent peu accueillants. Ils sont pas isolés à la périphérie de la ville, ils sont enclavés avec peu d'échanges finalement avec le tissu urbain. Les standards de confort sont très loin de ce que nous mettons en place nous dans nos logements et l'intimité est parfois inexistante. La suite du travail a été de chercher des pistes de réflexion, des façons de comprendre qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux. Alors rapidement, j'ai ouvert encore une fois la recherche en remarquant que le domaine de l'Asie est quelque chose de très fermé encore. Il commence petit à petit à s'ouvrir, mais il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui interviennent dans disons, dans le confort et la qualité de vie des bénéficiaires de centres. Et là, la recherche a été de trouver des moyens d'améliorer la situation tant bien que mal. Alors, Véronica l'a déjà souligné tout à l'heure, il existe des acteurs, disons, l'animation socioculturelle à Fribourg est très présente, notamment au quartier du Schönberg, pour ceux qui voient de quoi je parle. On peut également imaginer d'autres moyens, comme la photo du centre, qui est un urbanisme tactique de pointe, c'est-à-dire que une parcelle plus ou moins vide a été utilisée pour fabriquer un jardin communautaire ou encore par le biais de l'événementiel, des marchés solidaires. Disons, aller chercher des associations ou autres acteurs
extérieur à ORS pour apporter un peu d'échange et améliorer le niveau de la cohésion sociale à Fribourg seraient des pistes à suivre. Et la deuxième serait d'investir, disons, de demander plutôt à la ville de devenir la médiatrice en termes de cohésion sociale. Pourquoi? Parce que, disons, le domaine de l'asile, les personnes qui sont admises à titre provisoire, comme à titre voilà, permis B, on parle littéralement de population parallèle. C'est-à-dire qu'il faut bien saisir à Fribourg que, je pense aussi dans les autres cantons, que le requérant d'asile dépendent de l'autorité du canton et non de la ville. Ce qui fait que par définition, les personnes issues de l'asile ne font pas partie de la question du développement territorial qui est aux mains de la ville. Donc il y a déjà une séparation au plus haut niveau de décision. Euh, je regardais, je consultais encore dernièrement quelques recherches à ce sujet plutôt du côté allemand. Euh, il faut comprendre aussi l'importance du facteur local ou du facteur d'ancrage. C'est-à-dire quand on arrive dans un nouveau pays, on doit se fabriquer rapidement, soit par le réseautage, soit par le voisinage ou autre, ce sentiment d'ancrage, créer du lien, s'insérer facilement dans la société et échanger beaucoup. Ce qui n'est pas avoir peu le cas aujourd'hui. Les sorties sont contrôlées, on peut pas sortir quand on veut, les centres sont à l'extérieur de la ville, en périphérie, c'est compliqué. Pourquoi impliquer la ville également, plutôt au niveau de l'urbanisme? Euh, Parce que l'intégration, par définition, on va développer avec la ville la question du logement. La ville de Fribourg, par exemple, est en train de remédier à une pénurie de logements, mais ne prend pas du tout en compte ces questions de population parallèle parce que, voilà, on fait pas allusion à ces personnes, on les laisse de côté. Pourtant, il y a beaucoup d'efforts, paradoxalement, qui sont faits pour activer ces personnes. Dès qu'elles arrivent, on leur demande de trouver un apprentissage, une place de travail rapidement pour se faire la langue et autres. Et paradoxalement, on les place dans des bâtiments relativement loin de la ville. Disons, pour conclure, que la ville pourrait s'intégrer à l'équation. Euh, de manière plus directe, il faudrait surtout changer la façon aussi, si je mets un peu mon grain de sel urbanistique, il faudrait changer la façon dont on planifie la ville. La ville dispose du PAL, un outil qui est constamment en retard sur son temps et qui ne fixe que des programmes finalement dans la ville, des boîtes vides, et ne s'ancre pas en réalité, voilà, dans les réalités. Le but ici serait d'impliquer, par exemple, sur la slide d'avant, vous voyez qu'il y a les, on peut faire participer des unités plus petites dans la ville, les quartiers par exemple, gérer, voilà, répartir des lieux d'accueil par quartier plutôt que de les expulser en dehors de la ville. Il y a tous ces outils à repenser et dans ce schéma-là, la ville pourrait répartir ses lieux d'accueil dans les quartiers. Les quartiers ensuite vont caractériser un certain nombre de projets et par l'inverse, les projets vont apporter cette dimension de la cohésion sociale, vont voilà, revaloriser les échanges, participer à créer une culture commune dans la ville. Et tout ceci doit se faire avec une certaine transition. Donc, le premier constat à la fin de ce travail de recherche, c'est que il faut désenclaver ces lieux, il faut les ouvrir, pas seulement au niveau spatial, mais aussi au niveau des acteurs présents. Donc, comme le représente ce schéma, le cercle fermé d'ORS devrait pouvoir s'ouvrir et voilà, faire participer les nombreuses associations qui gravitent autour. Je vous propose d'essayer de construire l'idée ensemble, plutôt la partie dessin concrète. Comment construire l'idée? Euh, alors, au tout début, il faut trouver un lieu. Alors, je ne sais pas si vous voyez un peu comment est construite Fribourg. En haut à droite, vous pouvez voir la gare avec en haut de l'image plutôt les rails. Et j'ai choisi le lieu qui est coloré parce qu'il est vraiment au centre quasiment de l'activité économique de la ville. Il est très présent.
il fallait un lieu qui puisse, voilà, faire un peu nous sommes là, nous arrivons, allons-y, pourquoi pas. C'est une situation idéale qui aura un grand impact social, selon moi. Donc, au tout début, bon, je passe rapidement quelques slides d'analyse de la ville donc, qui ont accompagné le développement du projet, mais il faut savoir que le boulevard de Pérolle, cette sorte enfin, on le voit bien en image, le boulevard de Pérolle qui se développe du nord au sud, est complètement artificialisé dans les années fin du XXe siècle. Une situation très urbaine, plutôt des modèles parisiens qui arrivent avec ces îlots. Voilà. Et il faut savoir qu'il y avait en fait un paysage avant. Je tenais simplement à soulever le fait que il y avait deux vallons végétalisés, creusés par deux ruisseaux respectifs qui rejoignaient la Sarine ensuite à droite de l'image. Euh, Cette trace va être aussi importante par la suite. Voilà, je passe ici, puisque le projet, en réalité, est un travail pluriscalaire, si je peux m'exprimer ainsi, qui a été apporté à plusieurs niveaux d'échelle différentes que sont celles de la ville, des quartiers et ensuite de l'îlot. Pourquoi? Parce qu'il était important pour moi de faire des liens, le plus de liens possible, afin d'ancrer au mieux et de manière la plus durable possible l'arrivée d'une unité d'accueil que je détaillerai tout à l'heure. Donc simplement ici, ce que vous voyez à l'écran, c'est voilà une stratégie que j'ai imaginée, qui rejoint à peu de choses près celle que la ville de Fribourg tente de mettre en place, c'est-à-dire de nord au sud développer disons l'axe de mobilité douce qui devrait relier quasiment Gand, Marly et autres pour desservir au mieux le site. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais qui se trouve à peu près au milieu de voilà, cet îlot-là. Il y avait cette question de mobilité douce, à mon avis, pour créer du passage aussi, créer de l'engouement et des nouveaux pôles d'activité. La deuxième était le croisement avec la nature et de saisir ce que je vous disais tout à l'heure, la trace qui témoigne ici, la trace verte, la trame verte qui, selon moi, peut être utilisée à double sens, ramener la nature en ville, mais également donner l'accès de la ville à la végétation, puis en basse ville. On est pile à la croisée de ces deux axes finalement. Et la troisième grande idée était de créer à nouveau une constellation d'espaces publics différenciés, puisque Fribourg, malheureusement, n'a que un grand parc, parc Domino et le parc des Grands Places, qui sont des espaces voilà, très généreux, mais plutôt mal équipés. Donc de créer à nouveau une diversité de places pour pouvoir se les approprier. En passant à l'échelle euh, plus zoomée, il y avait la question du quartier. Euh, donc ces connexions entre les échelles euh, voilà, font écho à celle du dessus et forcément font le lien avec celle du dessous. Ici, l'idée était de faire un plan de quartier propre au quartier de Pérolle, avec quatre grandes mesures qui pouvaient s'appliquer à de nouveaux projets, disons, en lien soit avec le développement du territoire, soit sur des parcelles privées. Et je proposais alors déjà à l'époque de créer de nouvelles porosités. Porosité, il faut comprendre, réaccéder au centre d'îlots, au cœur d'îlots, qui sont aujourd'hui, à l'heure actuelle, très pris par le parking. Beaucoup de place pour la voiture. Deuxièmement, de recréer de ramener la végétation à l'intérieur des rues. J'ai appelé rue forestière, mais on parle plus aujourd'hui de rewilding, de recréer aussi le lien avec l'eau, le travail de la terre. La troisième était de, à nouveau, créer des places différenciées pour que chacun et chacune puisse trouver son endroit et également de développer des nouveaux pôles d'activité. Alors, au tout début, pour rentrer vraiment dans le concret, il s'agissait de comprendre, encore une fois, cet îlot qui s'appelle l'îlot des Pilettes.
je vous le dis comme ça, peut-être le répéter plus tard, mais c'était de redessiner et de comprendre la couche extérieure voilà, on avait un certain nombre d'activités, d'acteurs présents. Ça m'a permis, à travers ce travail plutôt à la main, de comprendre qui habitait cet îlot. Et voilà, en faisant ce petit travail, on se rendait compte que le logement était quasiment inexistant, ou une part très faible de logement. On était plutôt sur des secteurs d'activité, voilà, services, psychologie, médecine, aussi commercial. Et la grande partie, l'intérieur de l'îlot était très occupé par le parking. Donc on hérite en fait de cette substance, comme je pourrais l'appeler, elle est ce qu'elle est. Il faut composer avec. Donc là, deux petites photos, une petite photo pour vous comprendre un peu l'aspect dont on a hérité au début du projet. De travailler cette substance, ça nous permet éventuellement de comprendre aussi la question d'identité. Y a-t-il, en lien avec cette volonté d'ancrer les personnes rapidement, une question d'identité? Et là, j'ai beaucoup travaillé l'image de ces cheminées que je trouvais fascinante, cette végétation qui était déjà partiellement en place, un peu marginale. Rapidement, la question de l'identité se met en place pour renforcer voilà, cet ancrage. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On hérite de cet îlot, il faut le comprendre, on l'a compris. Quels sont les enjeux? Euh, je vais mettre en place rapidement un phasage pour mettre en application de nouveau ce plan de guide qui nous a permis jusqu'alors d'intégrer des nouvelles qualités en faisant quatre étapes, pardon. Il faut d'abord s'apprêter. Donc, on part de tout en haut à gauche, on va à droite, en bas à gauche, on va à droite. J'aurais pu mettre un petit chiffre, pardon. S'apprêter, c'est pour moi faire un consortium, tout d'abord plutôt politique, de tous les propriétaires, de se mettre d'accord euh, sur la direction à adopter. Dans le monde idéal dans lequel j'étais, tout le monde était d'accord pour ouvrir et faire un nouveau projet et réactiver cet îlot. Il fallait ensuite, selon le plan guide, créer de nouvelles porosités. Et j'ai un mot-clé qui s'appelle éroder, j'adore ce mot. C'était libérer ce cœur d'îlot de ce nombre de parkings qui prenaient une place énorme et qui était vide la plupart du temps. Bon, petite anecdote, j'y suis allé peut-être 2 fois par semaine sur 3 mois. Vraiment pas grande utilité. On est en centre-ville, la voiture tend à disparaître, autant libérer cet espace. Ensuite, il fallait raviver. Raviver donc de nouveau le plan guide, ramener de la nature, euh, recréer de nouveaux pôles d'activité en réutilisant une partie de ces parkings, rapporter des activités qui seraient communes à l'îlot. Et pour terminer, densifier, donc rénover, transformer, rehausser, construire. Alors arrêtons-nous rapidement sur cette slide qui regroupe en fait l'ensemble du projet. Ça permettra aussi de retourner moins en détail dans les planches. Mais l'idée là, pour voilà, cristalliser cette idée, était réellement d'activer, de réactiver cet îlot, euh, de densifier, oui, mais densifier tout d'abord les logements. L'idée étant de fabriquer, pas refabriquer un centre d'accueil, d'éviter de faire ça, de le désenclaver, de le répartir. L'idée était de construire un nouveau bâtiment qui serait l'unité d'accueil. L'unité d'accueil servirait donc à accueillir les personnes en première instance. Les personnes qui arrivent pour la première fois en Suisse doivent être suivies par psychologues, médecins, doivent être accompagnés. Donc, il était difficile de les faire arriver directement dans des logements, de nouveaux logements. Euh, Cette unité d'accueil fonctionne également avec des appartements mixtes. Il était possible de faire arriver les gens et quelques années plus tard de faire des colocations avec la population résidente, puis ensuite des appartements communs avec d'autres familles. Et petit à petit, transformer des bâtiments, transformer le bâti avec des logements plutôt plus accessibles. Mais également, c'était l'idée de densifier
les activités, de réactiver cet îlot, de créer de nouveaux programmes publics. On avait cette question du centre d'animation socioculturelle qui pouvait prendre place, des salles communes pour l'ensemble de l'îlot. Euh, voilà, densifier la rencontre, évidemment, par la réouverture de ce centre d'îlot que l'on voit un peu mieux en plan. Donc, vous avez sur la gauche plutôt l'unité d'accueil, cette noue à ciel ouvert qui retrace l'ancien ruisseau, qui prend la trace, et ces rez-de-chaussée plus perméables, plus ouverts pour le bien commun. Passe un peu plus vite sur voilà sur l'organisation interne de cette unité d'accueil, le bâtiment sur lequel j'ai le plus travaillé. Donc, il s'agissait de créer un rez-de-chaussée plus à même de recevoir un grand nombre d'activités, peut-être de la formation dans les dans les métiers manuels. Le premier étage était un étage pour le coup d'écoute, d'accueil, de partage, à cheval entre le commun public et le privé. Et pour parler rapidement des appartements, le plus grand défi était de fabriquer des appartements qui pouvaient répondre à cette fluctuation, le domaine de l'asile étant en perpétuelle fluctuation, mais également de proposer des degrés, des gradients vers du commun au privé, donc avec ce travail de cette grande coursive qui se déboîte en espace commun, et plus on se rapproche, on rentre par la cuisine, plus on va vers le haut du plan, plus on est dans la sphère intime et privée. Ici, le lien au parc, le ré est plutôt poreux, et je vais terminer avec voilà, plutôt la conclusion au projet. C'était le grand défi était de désenclaver le centre, et je pense que en désenclavant le centre, il faut désenclaver également la façon de le gérer. Il faut permettre aux gens qui arrivent ici en Suisse de s'exprimer aussi. Il faut leur donner tout, comment il faut leur permettre de trouver un métier qui leur plaît. Il faut les laisser, voilà, euh, s'exprimer. Et il faut aussi, à mon avis, qu'on commence à cohabiter, peut-être à travers un modèle comme cette unité d'accueil où des colocations pourraient être un moyen. Voilà, je vous remercie en tout cas pour votre attention. Merci beaucoup, Flavien, et merci encore une fois, Véronica. Alors, entre une approche effectivement très stratégique dans les grandes lignes de la ville et puis une approche très méticuleuse et précise au niveau de la construction et de l'architecture, Marc, je te laisse te débrouiller et aborder le sujet et nos deux participants. Merci Panos, merci beaucoup aux deux participants d'avoir présenté leurs travaux. Moi, j'ai d'emblée pensé, en comparant vos travaux au philosophe Maurice Merleau-Ponty, philosophe de la spatialité, et à son recours fréquent dans l'analyse aux cas limites que sont le fou, l'animal, l'enfant, l'étranger. En fait, ce que permet le détour aux cas limites, c'est de nous décentrer et de s'ouvrir à un monde de perception que que notre familiarité au monde nous masque et qui se tient ordinairement dans l'oubli ou l'inconnu. Alors d'ailleurs, il va sans dire que les milieux écologiques nous sont largement transparents, intangibles, insensibles, précisément parce qu'ils sont de l'ordre du familier qui demeurent les conditions de possibilité largement imperceptibles de nos existences. Voilà en quoi aussi il y avait une connexion avec l'écologie. Alors là, dans les deux travaux, il est question d'ouverture du monde de perception de l'enfant chez Véronica et de l'étranger chez Flavien. Et cette ouverture nous fait basculer sans cesse d'enjeux sociaux à des enjeux politiques, d'enjeux politiques à des enjeux architecturaux, d'enjeux architecturaux à des enjeux urbains. Et pour finir, dans les deux travaux, c'est l'hospitalité de la ville même qui est questionnée. On pourrait dire chacun à sa manière, différemment.
Dans ces deux travaux, il me semble que l'hospitalité y est questionnée, pour ainsi dire, en amont, c'est-à-dire sur le plan, ils l'ont souligné tous les deux, de son appropriabilité, de son rapport d'usage, de son habitabilité. Appropriation par le faire, disons, du côté de Flavien, appropriabilité par le jeu du côté de Véronica. Et de ce point de vue, partant de l'appropriabilité de la ville, ce n'est pas la même chose d'y passer furtivement dans l'espace public, dans la ville, que de l'occuper temporairement ou que de s'y installer durablement. Et dans chacune de ces trois ouvertures spatio-temporelles se tient en réserve une réflexion sur l'hospitalité. Eh ben, du coup, une réflexion à large spectre. Une réflexion indissociablement sociale, politique et architecturale. Et une réflexion que vous abordez l'un comme l'autre, je trouve, sous l'angle du risque de l'enclavement, qui aboutit à une conception dommageable, mais en tout cas une conception fragmentaire ou segmentaire de la ville, c'est-à-dire une conception qui emporte le risque de l'exclusion. Et là, votre démonstration est très claire et magnifiquement argumentée. Voilà. En vous lisant, plusieurs questions me sont venues. Moi, j'avais trois salves de questions. Je fais passer la première seulement pour l'instant. Alors, moi, je voulais partir de votre posture d'architecte urbaniste comme interprète du monde, en fait. La question est, comment observez-vous le monde? Avec quels outils? Avec quelles méthodes? Avec quelle sensibilité? Quelles sont vos inspirations littéraires, philosophiques, scientifiques? Voilà, j'avais envie de savoir. Et non sans lien, question qui fait écho à celle-là, sur quelle propriété, ou plutôt sur quelle dimension de la ville, ces enfants et ces personnes étrangères vous ont permis d'ouvrir les yeux? Et peut-être même quelles intuitions créatrices vous sont venues à partir de ce décentrement du regard que vous ont permis de faire l'enfant et l'étranger. Magnifique question. Qui se lance? Alors, Non, mais- Véronica. Moi, ok. Ouais, merci infiniment pour ces belles questions. J'espère ne pas oublier un bout de la question en chemin. Euh, Concernant les outils, les méthodes pour lire la ville, euh, bon, on est un peu biaisé en tant qu'architecte et urbaniste de lire la ville. Enfin, moi, disons ma sensibilité, on va dire ça comme ça. J'ai toujours été sensible à l'autre et je m'inspire beaucoup de l'autre. Et je me mets souvent à la place de l'autre, et c'est quelque chose d'incontrôlable chez moi. Mais je peux pas non plus m'empêcher de faire le lien avec la ville ou l'architecture par rapport à l'autre. C'est-à-dire que sur cette question de l'étranger, de, de la personne qui débarque ici en Suisse, ou que ça pourrait être aussi l'enfant, je peux pas m'empêcher de me mettre à la place de cette personne. Je vois mon grand-père arriver à 14 ans, être un peu rejeté de tout le monde, et je sens aussi qu'il y a ce besoin d'appartenir, de s'exprimer, de comment dire, d'appartenir, vraiment, c'est le mot. Et je vois à travers les interviews que j'ai pu mener, les interviews, on parle plutôt de discussion, hein, c'est pas, je vois à travers ça une frustration de temps en temps. Une frustration qui est purement sociale, c'est juste voilà, ne pas être considéré ou bien de perdre en fait le regard de l'autre. Mais fondamentalement, en tant qu'architecte, je dirais, mes moyens de voir le monde, c'est par ce qui existe, par le réel. Je veux dire, dans les projets que j'ai menés en études ou que je mène ici au bureau, je déteste partir de la page blanche, de réinventer, mais je m'accroche toujours à ce qui existe. Et je crois que le parallèle, il est assez aisé à faire entre partir d'une situation existante et réelle pour construire quelque chose de mieux ou s'adapter à ou à qui ou à quoi.
Je sais pas si c'est vraiment très clair, mais sur les méthodes, moi, je vois vraiment ouais, ce qui existe, je le prends à bras le cœur et j'essaie de contenter tout le monde. Mais j'ai une tendance à, voilà, à exprimer les besoins à travers les personnes vulnérables, je dirais comme ça. J'ai cette sensibilité-là. Après, les médiums, bibliographie et autres, ben, je lis pas beaucoup de livres, pas autant que je le souhaiterais. Je préfère vivre la ville, aller à la rencontre des gens, et c'est ces réalités-là qui me passionnent. Je propose à Véronica de prendre le relais. Alors, moi, quand j'ai commencé mes études en architecture, je voulais aussi faire l'architecture parce que j'imaginais là aussi un certain impact social. Et aussi, alors au premier semestre, j'ai essayé de, aussi, ce qui est marrant aussi, j'ai essayé de inclure un peu, de faire une conception pour les réfugiés, mais c'était un peu incompréhensible, c'était un peu difficile à rentrer en cet dialogue avec mes professeurs. Et alors, au fil du bachelor aussi, j'ai perdu un peu cette notion sociale dans l'architecture. C'était plutôt une question des formes et aussi le vivre, mais qui est aussi important et qui m'ont permis aussi par la suite de peut-être m'ouvrir à nouveau à cette côté social en faisant aussi le master en développement territorial qui est aussi vraiment inspirant par la mixité et disciplinarité des différents étudiants. Il y a les sociologues, il y a les architectes paysagistes ça a amené à nouveau tous ces pensées vraiment inspirants. Et je trouve que c'est exactement là de prendre d'autres points de vue et pas seulement de l'architecte qui permet aussi de voir d'une certaine façon, mais aussi de prendre d'autres façons de voir le monde comme source d'inspiration pour développer les propres pensées et de faire projet aussi. Et aussi, après, dans le master, j'ai devenu maman aussi et ça, à nouveau, ça m'a bouleversée aussi dans comment je vis ou je vois aussi la ville. Parce que tout d'un coup, j'étais plus l'adulte qui marche librement dans la ville. J'étais maman avec une poussette, après avec mon enfant à la main et on voit et on ressent la ville différemment et oui, en l'expérimentant et en changement de rôle. Et oui, c'est un peu ça aussi maintenant ma source et ma motivation aussi de vouloir continuer sur cette ligne et de me battre et aussi pour une ville plus ouverte et aussi plus inclusive pour les enfants, mais aussi pour les femmes qui sont en position du soin qui sont aussi les oubliés dans nos villes. Merci Véronica. Si vous permettez, je vais donner un petit peu, sauf si Marc, tu as envie de réagir. Je voudrais... Non, Oui, non, non, vas-y. juste une toute petite parenthèse, c'est que vous avez pas répondu vraiment à la deuxième partie de la question. Mais moi, ce que j'ai trouvé, ce à quoi vous m'avez fait porter l'attention, ce vers quoi mon attention s'est dirigée, eh ben, chez Flavien, c'est sur la porte. Je ne sais pas si vous connaissez le philosophe allemand Simmel, et puis les portes qui séparent et relient à la fois. Et j'ai trouvé que c'était aussi un travail sur la porte, alors que chez Véronica, c'était un travail davantage sur le sol. Et là, j'ai pensé à un autre philosophe allemand qui s'appelle Erwin Strauss, qui a beaucoup travaillé sur la question de l'orientation dans l'espace et qui a porté l'accent sur le sol. Et c'est vrai qu'en travaillant sur l'enfance, on ne peut pas faire autrement que de réfléchir comme architecte ou comme urbaniste sur la qualité du sol. Voilà, je te laisse la parole, Panos, c'était juste pour...
Non, mais c'est Merci. magnifique ce que tu dis et ça, effectivement, j'ai de mille choses qui me viennent à la tête parce que j'ai beaucoup suivi la philosophie allemande. Euh, mais on reparlera, enfin, je passe la parole à Sabine qui sera, à qui je souhaite la bienvenue. Salut Sabine, ça fait longtemps. Je suis bien te revoir et qui sera, tu seras, je rappelle, répondante dans quelques mois d'ailleurs dans une autre session. Vas-y, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Je vais d'abord faire une première remarque. Il y a une référence d'un auteur et d'un urbaniste qui est apparu dans les deux travaux, qui est Jan Gehl. Et ça me fait très plaisir de voir que les travaux d'Jan Gehl sont reconnus avec des entrées différentes et par des chercheurs. J'ai bossé avec lui pendant 30 ans, j'ai été faire des cours dans son université et je pense que c'est quelqu'un qui est encore trop méconnu et qui a peut-être fait preuve d'un tel pragmatisme qu'il n'a pas été accepté comme référence intellectuelle globale. Mais il fait des choses vraiment intéressantes. Donc, merci d'avoir fait appel aux travaux d'Ian Gale, tous les deux. Euh, je voudrais revenir sur la question de l'enfant. Il se trouve que j'ai fait il y a 40 ans une thèse avec Françoise Choé sur la prise en compte de l'enfant dans des espaces périurbains. Et j'ai eu l'occasion à ce moment-là de construire une méthode de travail et je voudrais échanger avec Véronica là-dessus. Elle a dit très justement que les enfants révélaient des éléments de la ville, des éléments de l'espace que les adultes finissaient par ne plus connaître et ne plus percevoir, sauf peut-être les jeunes mamans très attentives. Et je voulais dire que à l'occasion de ce travail de recherche et de thèse, j'ai mis au point une méthode qui m'a permis de faire une découverte tout à fait surprenante. C'est que j'avais deux territoires périurbains qui étaient très différents, à la fois sur le plan économique, social et urbain. Mais j'ai découvert en faisant des analyses très contrôlées, des observations, des enquêtes en double aveugle entre les parents et les enfants à travers les milieux scolaires, etc. J'ai réussi à comprendre qu'il y avait dans les mêmes territoires deux représentations complètement contrastées des lieux publics, de l'espace public, et en particulier des lieux dangereux et des lieux attractifs. Et effectivement, l'expérience l'a montré, dans les enquêtes à l'aveugle, les mêmes familles montraient deux perceptions complètement opposées de l'espace vécu quotidiennement. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir et ça m'a fait comprendre que certains lieux étaient vraiment... J'ai fait une énorme cartographie et une cartographie où j'ai rassemblé tous les lieux perçus comme dangereux, comme attractifs, comme espaces où on voudrait aller jouer. On y allait ou on n'y allait pas, mais qui étaient vraiment des lieux repérés comme des lieux d'apprentissage de la vie et de la ville. Et en fait, ces cartographies contradictoires m'ont fait comprendre que certains lieux, certains espaces étaient étonnamment à la fois les plus dangereux et les plus attractifs. Et à partir de là, j'ai commencé à penser autrement les solutions de projets urbains et j'ai mis au point une théorie de points d'acupuncture où quand un lieu pose une question complexe, au lieu d'essayer de comprendre tous les éléments qu'il compose, on redémonte en allant forer sur ce lieu-là, on redémonte les enjeux et les forces qui sont à l'œuvre sur ce territoire et on fait des découvertes étonnantes. Et c'est ce qui m'a amené à gagner contre un énorme bureau d'études français, à gagner un projet d'aménagement de transport, non pas gagné sur le plan d'une agence, mais gagné sur le plan de l'idée et de ce qu'est devenue la ville. Et on a réinstallé un tramway à la place d'un train, alors que le bureau d'études qui comportait beaucoup de gens et beaucoup d'ingénieurs et beaucoup d'appuis politiques penchait pour le train et nous penchions pour le tramway. Et en fait, c'est le tramway qui l'a emporté. Et il l'a emporté parce qu'on a pu faire la démonstration sur un lieu, un point d'acupuncture très fin, qui était justement le lieu de toutes les contradictions. Et c'est en travaillant sur ces contradictions des pratiques urbaines et des représentations qu'on a fait émerger les vraies questions de ce territoire. Donc ça, je voulais en témoigner parce que c'est une question de méthode et je pense que travailler sur les pratiques, travailler sur... et c'est pareil pour le vivre ensemble qui est évoqué pour Flavien. Et si on regarde comment opère Jan Gehl, on pourrait aussi repartir des mêmes questions.
chercher à représenter, à faire comprendre qu'il y a des enjeux extrêmement contradictoires, mais qui du coup sont révélateurs d'une puissance de transformation, d'adaptation et de mobilisation d'un lieu urbain, c'est vraiment une qualité. Et ça demande pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de personnes, pas beaucoup de temps par rapport à des études urbaines énormes qui brassent des milliers de données et qui sont très compliquées à synthétiser. Donc, voilà l'intervention que je voulais faire. Et je trouve que l'entrée par l'enfant, évidemment, est une entrée extrêmement riche. Et de même que l'entrée par les migrants, les nouveaux arrivants qui essayent de comprendre un lieu. Je signale à Flavien un travail qui a été fait par la Fabrique de la Cité et à l'époque où Chloé Voisin-Bormuth y travaillait, elle a travaillé beaucoup sur l'Allemagne et l'adaptation et l'accueil des migrants et des nouveaux arrivants dans des villes allemandes. Et donc il y a une publication qui s'appelle Villes et territoires résilients dans laquelle ces travaux sont décrits. C'est un colloque de Cerisy, c'est une publication, donc le titre du bouquin, c'est Villes et territoires résilients. Et il y a un chapitre entier sur la question de l'accueil des migrants et la façon dont a été reconstruite une image de la ville pour eux. Et je pense que ça peut intéresser Flavien. Voilà, et donc je voulais juste intervenir sur ces questions de méthode et ces références rapidement. Merci beaucoup, Sabine. Je suis content d'entendre dire que les lieux les plus dangereux sont les plus attractifs. J'ai un fils qui fait tous les jours des urbex. Je ne sais pas s'il va revenir le soir, chaque jour, des explorations urbaines. Il part dans des tunnels souterrains avec ses copains. Et donc, je vois de quoi tu parles. Eh Il, ben oui, puis je dois dire que j'ai moi-même beaucoup bougé par exemple, dans le nord de Paris, et où j'allais dans des lieux qui étaient mais réputés pas très confortables, mais qui étaient passionnants pour découvrir des choses. Mais je pense que, mis à part ces approches, que je dirais, qui sont proches d'une logique de mise à créer, faire des lieux sûrs, enfin, faire des villes et de nos espaces des cocons de sécurité et des libertés, d'accueil, etc. Et j'ai l'impression que souvent, mais ça, c'est pas très politiquement correct, ce qui intéresse et ce qui attire, c'est exactement le contraire. D'une certaine manière, mis à part des milieux qui... Enfin, nous sommes en tout cas en train de construire des cocons et des systèmes de sécurité à l'infini. D'ailleurs, ça fait gagner beaucoup d'argent à certaines personnes, tout ça. Parce que ça passe à part des certifications, des standards, etc., etc. Donc tout ça, quelqu'un doit le faire, etc., etc. Donc l'approche, le système de la ville devient un système de surveillance permanente, soi-disant pour la sécurité et soi-disant pour le bien-être. Et c'est ça un peu qui met, c'est un Mm. peu, c'est quelque chose un peu qui me tracasse, parce qu'on perd pour le coup tout ce qui fait de la ville un des lieux frais et D'invention. étonnant d'invention et Mm. qui prépare les gens aussi pour des situations difficiles. Je vois Marc qui se prépare, on sait que Marc doit partir plus tôt. Et je ne sais pas si tu as un dernier mot à dire, Marc, avant de dire merci. Non, 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 non. Continue. Je vous laisse à votre discussion, je veux interrompre personne. Merci encore pour m'avoir permis de lire ces travaux. Les autres questions viendront probablement entre Flavien et Véronica. J'espère Oui. l'échange continuera. On va continuer l'interaction. Merci beaucoup encore. Bonne soirée. Merci, À tout merci. bientôt. Au Tout revoir. bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Donc voilà, et toutes ces questions de design d'espace, je me permets de reprendre cette question on va dire, de notre rôle, soit d'architecte d'urbaniste, y compris d'urbaniste qui fonctionne par les certifications, par les standards. Euh, où se trouve l'espace d'ouverture et l'espace de liberté, finalement, ce qui ne ressemble pas à ce qui était déjà fait. En espérant qu'on va cultiver une génération qui ne sera pas sur leur téléphone, sur l'IA, qui va pas déjà parler comme le chat GPT, etc., etc. Tout ce qui permet aux villes et à l'espace urbain de cultiver une génération de liberté, enfin des générations libres,
Tout mon problème est une histoire de liberté. Et la liberté va avec les dangers. Tu ne peux pas avoir de liberté sans danger. Ça, c'est une évidence. Une vraie liberté, parce que sinon, si sinon tu as des libertés conditionnelles, des libertés, on te dit jusqu'où va ta liberté. Et ça, c'est pour moi, c'est une question cruciale pour le rôle de l'architecture de l'urbanisme, notamment dans la logique de la transition écologique, dont on n'a pas touché directement ici, mais on sait que nos enfants doivent devenir des gens qui librement vont suivre une voie non conformiste au, disons, à la consommation, au bien, au confort, à la question du confort qui est une question très anti-écologique en réalité. Le confort construit des positionnements anti-écologiques partout dans le monde, comme on le sait. Et tout ça nous positionne comme architectes urbanistes entre, disons, le bras droit d'un système d'économie qui va produire des espaces normés, des espaces conditionnés et conditionnels, et une autre architecture vue comme un art de liberté et je dirais même subversif d'une certaine manière. Ben, Comme elle... c'est là que les enfants sont intéressants parce qu'ils ont une façon un peu pirate d'aborder les choses. Voilà. Et Ouais. si on les observe, qu'on les suit et qu'on essaye de comprendre pourquoi ils font ce qu'ils font et ce qu'ils en disent, on découvre des horizons. Voilà, y compris Merci Sabine pour le dire. Mais aussi les migrants, les gens qui viennent d'ailleurs, qui sont comme des enfants parce ils découvrent complètement, ils ont un autre monde. Enfin, ils ont pas, même pas physiquement, même pas les mêmes références spatio, la culture de l'espace n'est pas la même. Alors, ça nous ouvre. Merci beaucoup Flavien et Véronica, et merci bien sûr à Marc qui nous a laissé là pour cette très belle introduction à notre série et qui va nous laisser beaucoup discuter entre nous. Et on va se revoir, Flavien et Véronica. Je rappelle que vous êtes tous les deux des Transition Seeds que nous avons accueillis à notre série, à notre Transition Workshop cette année. Donc, on va travailler un petit peu densément Mhm. sur toutes ces questions. Et je remercie également tout le reste de l'auditoire qui nous a rejoints aujourd'hui. Merci encore, merci à toute l'équipe, à Hélène, à Gwen, à Sophie et à Mélodie qui sont là. Et donc, je vous dis à tout bientôt. À Au revoir. bientôt. Merci. Merci beaucoup.